Presse In, le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Il nous semble impossible d'organiser les élections en cette année 2023 et nous allons vers le dialogue. C'est le sujet qui fera l'émission Presse In d'aujourd'hui, chers lecteurs, chers internautes, chers auditeurs de iWeb. Bonjour et bienvenue dans ce numéro. Bonjour à Gilbert Ngonga. Bonjour Madame Kandiki Salom Bongomata. Comment te portes-tu? Ça va, ça va. Le plaisir est le mien de te savoir sur ce plateau à mes côtés comme d'habitude, et je sais que nous ne serons pas qu'à deux, mais aussi nous serons accompagnés de l'homme des mots difficiles. Oh là là, c'est pas vrai. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à toute la grande équipe. Bienvenue. Présent et fidèle au poste. Encore pour un nouveau numéro de Presse In. J'espère qu'on sera à la hauteur de notre responsabilité pour qu'on ne puisse pas nous accuser demain d'avoir failli à nos responsabilités, bien évidemment. Alors, impossible d'organiser les élections, la RDC va vers le dialogue. Gilbert Ngonga, qu'en penses-tu? La RDC va plutôt vers, oui, d'abord le dialogue, et après ça sera les glissements. Mais seulement, nous devons apporter une précision, c'est que cette information n'est pas encore confirmée, en tout cas, n'est pas encore officielle. Ce sont des hypothèses que nous sommes en train d'émettre. Alors, sur les sujets annoncés, j'ai deux hypothèses. Je mets l'hypothèse selon laquelle il y aura glissement. Donc, il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023, tel qu'est prévu par la CENI. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'il n'y aura pas élection, ou qu'est-ce qui me pousse à formuler l'hypothèse selon laquelle il n'y aura pas élection? D'abord, le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, prononcé en Suisse. Dans son discours, il a clairement dit, avec la guerre de l'Est, les élections prévues le 20 décembre pourraient être hypothétiques. Autre chose, c'est lors de la visite du président français, Emmanuel Macron, en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a repris ce qu'il avait dit en Suisse. Il a dit à Macron, avec la guerre de l'Est, les élections peuvent être hypothétiques. Ce sont là les deux raisons qui me poussent à formuler l'hypothèse selon laquelle il y aura glissement. Là, c'est la première hypothèse. Mais toujours dans cette première hypothèse, il y a aussi d'autres politiciens qui ne veulent pas que les élections soient organisées pour la simple raison qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que s'il y a élection, nous aurons un nouveau gouvernement, un nouveau exécutif, un nouveau parlement, et que sais-je encore. C'est pour cette raison-là que le réaménagement du gouvernement annoncé par le chef de l'État après les départs des ministres pro-Katumbi est retardé jusqu'alors. Parce que, selon les informations à ma possession, il y a deux camps qui se créent au sein du Palais de la Nation. D'une part, nous avons des affidés à Tshisekedi qui ne veulent pas qu'il y ait remaniement pour la simple raison qu'ils savent qu'il n'y aura pas élection. Vaut mieux faire un seul remaniement une fois pour toutes, au lieu d'en faire deux. Le premier remaniement après le départ des ministres pro-Katumbi et le deuxième remaniement après le dialogue national qui nous permettra sans doute de créer le gouvernement de large union nationale. Là, c'est d'une part. Et de l'autre part, il y a des politiciens au sein du Palais de la Nation, au sein même du Parlement, tout comme de l'exécutif national, qui ne veulent pas, qui veulent plutôt qu'il y ait remaniement
pour que d'autres se retrouvent dans le gouvernement. Là, c'était la première hypothèse, qu'il n'y aura pas élection. J'avais dit que j'ai deux hypothèses. La deuxième hypothèse, je formule l'hypothèse selon laquelle il y aura élection. Pourquoi? Parce que la raison qui puisse empêcher à la RDC de ne pas organiser les élections, c'est la guerre. Or, aujourd'hui, il y a un semblant de paix dans la partie est du pays, pour la simple raison que la rébellion du M23 a annoncé officiellement les cessez-le-feu. Si bien que cette annonce de cessez-le-feu n'a pas été respectée en amont. Parce qu'après avoir annoncé les cessez-le-feu, il y a eu des combats entre l'armée loyaliste et la rébellion du M23. Après l'annonce du cessez-le-feu, nous avons appris avec vous que les rebelles ont commencé à laisser certains territoires jadis occupés par la force régionale. Donc c'est la force régionale qui contrôle actuellement ces territoires-là laissés par la rébellion du 1-23. Alors, si réellement les 1-23 annoncent le cessez-le-feu, se retirent de certaines localités qu'ils occupaient jadis et qu'ils prêchent la paix, en ce moment-là, on peut dire qu'il y aura élection. Parce que les gens vont aller s'enrôler. Il y aura des militaires, des policiers qui seront là pour sécuriser les paisibles citoyens qui vont s'enrôler. Et lors du vote, il y aura aussi la sécurité nationale qui sera là pour assurer les choses afin qu'il n'y ait pas de dérapage ou de tuerie pendant les votes. Donc, ce sont là les deux hypothèses. Je n'ai rien confirmé. Là, nous sommes en train de réfléchir à haute voix. J'ai donné les pour et les contre. Donc, j'ai prouvé quels sont les indices qui nous montrent qu'il n'y aura pas élection et quels sont les indices qui nous montrent clairement qu'il y aura élection. Et là, je dis, si seulement la rébellion du 1-23 a la bonne foi et qu'elle se retire et de Bunagana et de toutes les autres localités qu'elles occupent, elle, c'est la rébellion, là, nous aurons à organiser les élections. Alors, pour chuter, la conclusion de ces deux hypothèses, c'est que au cas où il n'y aura pas élection, il y aura donc un dialogue. Quelles sont les parties prenantes dans ces dialogues? Nous avons trois grandes parties prenantes. Nous avons la majorité présidentielle, la famille politique de Tshisekedi donc. Nous avons l'opposition politique et nous avons la société civile. Or, aujourd'hui, dans l'opposition, nous avons Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC. Nous avons Moïse Katumbi, nous avons Matata Ponyo, nous avons Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel, basculé à l'opposition. Nous avons Denis Mukwege et bien d'autres. Est-ce que ces politiciens-là accepteront de rallonger les mandats du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, si bien que le dialogue va tourner autour du partage du gâteau, le partage du pouvoir? Je ne pense pas. Et là, certains politiciens, notamment Martin Fayulu, je présume, peut prendre Tshisekedi à ses mots. C'est ce qu'on appelle en philosophie raisonnement ad hominem. Prendre quelqu'un par ses propres mots. Je me souviens, le chef de l'État Tshisekedi, alors opposant à l'époque, avait déclaré: s'il n'y a pas élection, nous demandons la transition sans Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, il sera pris par ses propres mots, par ses propres déclarations. Donc ça sera chaud. Mais connaissant les comportements des opposants congolais, ils changent à tout moment. Je crois que finalement, ils pourraient, je dis bien ils pourraient, accepter de dialoguer et de partager les pouvoirs. Mais si Martin Fayulu, qui ne cesse de réclamer la vérité des urnes, accepte de courtiser Tshisekedi, de travailler avec Tshisekedi dans un gouvernement de l'Union nationale, en ce moment-là, il ne sera plus crédible, il ne sera plus accepté par une bonne partie de la population congolaise. Voilà. Fatibou. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Chaque fois, lorsqu'il faut faire réfléchir, faire tourner la tête, penser,
voir l'évolution des événements et la situation à laquelle nous faisons face tout le jour ici en République du Congo, eh bien, ça nous met parfois très mal à l'aise. Et on sait dire ici, nous sommes dans un pays sérieux et dans un pays qui a conscience de son avenir. Et voilà, tout devrait partir de là, tout devrait commencer par une bonne conscience d'ailleurs du dirigeant et en plus de la responsabilité qui est la leur dans la façon de gérer et des affaires publiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui a été dès le départ très mal gérée. Parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'arrive pas au pouvoir pour accuser ceux qui ont géré hier. On arrive au pouvoir et quand on est élu pour un mandat de 5 ans et on est élu pour apporter des solutions aux problèmes des populations ou encore du peuple Congo, du peuple. On n'est pas élu pour se plaindre, ou on n'est pas élu pour raconter tout le temps que voilà, si ça n'a pas marché, si les choses ne roulent pas comme sous des roulettes, c'est la faute à ceux qui ont dirigé hier. Eh bien, à ce moment-là, je crois, à un certain moment, il faut assumer. Et je serais même tenté de rappeler ici le mot du président Macron, même le mot de l'ambassadeur au Conseil de sécurité Nicolas Desrivières, qui a rappelé une fois de plus les dirigeants congolais à prendre quand même leurs responsabilités à main, et c'est très important. Aujourd'hui, le glissement dont on est en train de faire mention sur cette table n'est plus inévitable. Donc nous sommes en train de voir que voilà, le glissement est là et à la porte, et il faudra maintenant trouver une autre solution, et la solution c'est aller carrément à la table de négociation, aller carrément vers le dialogue qui permettra peut-être au pays de sortir de cette crise, qui permettra au pays de retomber sur ses jambes, puisque chaque fois, le dialogue est très important, et dans la culture politique, le dialogue permet à des États, permet à des pays de retomber sur leurs jambes et de voir dans quelle perspective continuer à gérer les pays pour apporter des solutions aux problèmes du peuple et des populations civiles. Eh bien, je me dis, on n'a pas été prudent dans la façon de gérer les dossiers, puisque la question d'insécurité persiste depuis des années. Et on a laissé pourrir cette situation. Dans le pressing d'hier, j'ai dit voilà, la gestion de cette question n'a pas été efficiente à ces niveaux-là. On est allé un peu dans les tâtonnements. On ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait mettre à contribution en valeur les forces armées de la République du Congo? Fallait-il aller faire adhérer les pays à la communauté d'Afrique de l'Est qui, à présent, ne se révèle improductive sur le terrain? Et après, quand on a constaté le choix risqué d'avoir fait adhérer les pays à ces organisations-là et de n'avoir pas monté une armée républicaine efficace, une armée qui serait guérie de son malade, parce qu'une fois de plus, j'ai dit sur ces plateaux, l'armée congolaise n'est pas aussi faible comme on nous laisse croire. C'est une armée qui est plutôt malade de son organisation, malade de son moral qui n'est pas au zénith, malade aussi de matériel militaire nécessaire pour que cette armée arrive à faire face à tout ce groupe armé. Et donc, ce sont là les éléments qui nous mettent très mal à l'aise. Alors, on a laissé la question de sécurité pourrir, et maintenant là, on ne sait plus quoi faire, et je ne pense pas qu'en l'espace de 12 mois, qu'on va arriver à mettre fin à la situation
de sécurité. On Je en a le plus disais, 12 mois. C'est moins de 12 mois. que dis-je? C'est moins de 12 mois maintenant. 9 mois ou 1 mois pratiquement. Je ne sais- 8 mois et demi. En l'espace de 8 mois, est-ce sera possible qu'on arrive à résoudre cette question? Depuis le début, depuis même 2021 ou 2022, j'étais déjà débitatif et j'étais en train déjà d'alerter l'opinion et dire à des confrères. Et j'en ai même discuté avec Gilbert et lui dire voilà, mon inquiétude est fondée et je ne vois pas qu'on aille aux élections avec tout ce que nous sommes en train de constater. Déjà, à son temps, le président, l'ex-président du parti présidentiel, Jean-Marc Abound, avait dénoncé cette tendance à retarder les élections. Eh bien, et là maintenant, je ne pense pas qu'en l'espace de 8 mois, on pourra mettre fin à cette chose. Parce qu'aujourd'hui, regardez les comportements, tout le monde veut aller à ces élections. La population est mobilisée parce que la population avait s'est choisi des nouveaux dirigeants. Il y a aussi certains politiciens qui veulent, n'est-ce pas, être élus députés ou encore être nommés ministres lors peut-être d'un nouveau gouvernement. Eh bien, on ne se préoccupe plus de la question sécuritaire. La question sécuritaire devient en second lieu. Maintenant, là, c'est les élections. Et comme on ne sait pas prévoir et comme on ne sait pas étudier bien la question, cette situation d'insécurité ne va pas nous permettre d'organiser de très bonnes élections, puisque je me dis comment la population va être enrôlée dans ces zones où l'EAC est en train de contrôler, dans ces zones où le 1-2-3 contrôle, comment ces élections seront sécurisées et par qui. Et ce sont toutes ces questions. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi, lors de la conférence de presse animée par lui et par le président Macron, il s'est posé les questions. Il a avoué, il a démontré à la face du monde l'incapacité du gouvernement à organiser les élections. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit voilà, je ne sais pas si de tact en même temps. Je ne sais pas si nous devons stopper le processus électoral. Il n'aurait pas dû le dire en présence d'un président étranger et surtout pas dans ces cadres-là. Voilà, surtout dans ces cadres-là où il y a eu un échange musclé entre lui et le président Macron. Vous dites ça, eh bien, ça prouve à suffisance qu'on est incapable. Et là, une fois de plus, j'accuse l'irresponsabilité des dirigeants. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on nous fait croire? On nous fait croire que voilà, tous les moyens sont dirigés vers les efforts de guerre. C'est-à-dire, quand tous les moyens sont dirigés vers les efforts de guerre, on ne sait plus, le pays ne sait plus fonctionner. Est-ce aujourd'hui, on peut nous dire si les institutions ne reçoivent pas quotidiennement à leurs frais de fonctionnement? Est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui que les députés ne sont toujours pas payés? On va nous dire parce que le pays est en guerre que la présidence n'est pas prise en charge et qu'il y a des gens qui sont impayés. Loin de là. Lorsque vous êtes en guerre, on suppose qu'il y a un budget alloué pour l'armée. On suppose qu'il y a aussi un budget qui est affecté dans le cadre des opérations d'enrôlement et du processus électoral. Puisque c'est chaque année, c'est après 5 ans, et la Constitution, en tout cas, donne cet impératif-là. Et donc, chaque année, ou encore chaque mois, on doit affecter quelque chose vers la caisse dans la caisse de la CENI ou encore dans une banque de fonds. On peut créer une banque dans laquelle on met le fonds pour l'organisation. Eh bien, on n'a pas pensé à tout cela et nous sommes là en train de voir le pays aller vers l'églissement et les dialogues. Et les dialogues vont encore nous demander beaucoup plus parce qu'il y a maintenant des figures qui vont se présenter, notamment Joseph Kabila. On va revenir autour de ces enjeux-là après peut-être votre prise de parole. Ministre de silence. Tu sais, par moment, j'ai la sensation, non pas de donner ma langue au chat, mais j'ai la sensation qu'on me l'arrache carrément. Parce que parfois, je me sens perdue dans mes propres analyses. Je ne sais plus quoi penser. Ça arrive à tout le monde. En même temps, quoi dire. Et c'est très stressant. Il faut dire que le Congolais, l'Africain, c'est vraiment quelqu'un de particulier, avec une force mentale sans égale. Pour vivre dans un pays où tout se passe... des fois, on a l'impression que c'est de la comédie, quoi. On dirait qu'on est en train de jouer une pièce de théâtre. On dirait que c'est un rêve et puis après, on va se réveiller. On dirait que la réalité nous attend quelque part. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on vit
sur le moment. Bon, après, moi, au regard de tous ces autres qui sont des potentiels candidats à la présidentielle, je me pose la question de savoir si le besoin pour la République démocratique du Congo, en ce moment si précis, c'est vraiment les élections. Qu'est-ce qui nous fait dire ou qui nous rassure que... Il pense que oui, les changements passent aussi par des élections qui vont nous permettre d'avoir une alternative ou encore une alternance au sommet de l'État. Cette alternance permettra à ce que le nouveau dirigeant vienne avec une nouvelle offre politique, parce qu'on a constaté que celle-ci a échoué. Qu'est-ce qui nous sécurise que celui qui pourrait venir parmi ces potentiels candidats, que celui qui viendra après Félix-Antoine Tshisekedi fera bien les choses pour le pays? Moïse Katumbi, en tant que gouverneur, a été accusé de détourner et de gérer injustement. Il ramenait tous les gros marchés vers les entreprises qu'il avait lui-même régies dans la province du Katanga. Matata Ponyo est sur un dossier pour avoir détourné des millions et des millions sur le projet Bukangalonzo. Il n'est pas encore condamné, il n'a pas détourné. C'est à la justice. Personne ne fait la justice là, il est clean. Il est clean. Attends, la justice est en train de dire qu'elle se sent incompétente. Non, laissez la justice de côté et parler de l'opinion et de la, je dirais de la popularité de ces candidats au niveau de l'opinion. Est-ce que la population le regarde comme de nouveaux acteurs pouvant leur apporter les changements? C'est ça la grande question. Ils peuvent compétir, mais avec toutes les chances d'être élus. C'est ça la grande question. On dit de Matata Ponyo avoir détourné un grand fonds, une bonne partie en tout cas, de la somme qui avait été alignée pour le projet Bukangalonzo. Jusque-là, comme vient de le dire Gilbert, entre guillemets, il est clean. Il est encore clean. Alors, qui fait confiance. Bon, on est en train de suivre le dossier d'un quelqu'un comme ça. Mukwege. Denis Mukwege, qui a toujours été le réparateur de femmes, il est entre les trompes et les matrices, les ovaires, le couteau, le tout. Quitter de là où il est pour prendre la présidence de tout un pays. Il y a une différence entre avoir la volonté, le besoin et avoir les capacités munies pour un poste quelconque. Mais finalement, qui va diriger ce pays? Qui voyez-vous alors? Qui voyez-vous? Moi, je jure, Wallahi, devant Dieu, que moi, là, assis sur cette chaise-là, je n'ai confiance en personne. Ni en vous-même. Si on vous mettait à la tête du pays, vous allez mieux diriger le pays? Moi, à la tête de ce pays, jamais on va me tuer. Et dans ce cas, vous allez bien diriger? Exactement. Non, moi je ne peux pas accepter. Moi, on vient me proposer de devenir président de la République. Je vais refuser. Même les missions que je fais, et si j'étais président, moi-même m'inviter dans cette émission-là, je vais refuser. Je ne vais pas faire ça. Parce que je la tourne, elle passe dans les 10-15 minutes qui suivent après, on va me flanquer une balle dans la tête. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait un changement dans ces pays? S'il y aura glissement, je dis bien s'il y aura glissement, qu'est-ce que vous proposez? Et là, vous avez suivi les déclarations un peu à l'emporte-pièce ou encore incendiaires de l'ex-First Lady, je parle de Olivier Mbekabila, dans son fief à Bukavu, devant une base affamée et qui ne savait pas visiblement lui dire non. Il est venu pour des raisons pour les raisons qu'elle maîtrise elle-même. Voilà, elle dit que le Raïs m'a mandaté, venez vous saluer, et en même temps nous avons constaté que dans ces pays nous avons besoin d'un homme comme lui. C'est lui le de la RDC et il doit venir parachever l'œuvre qu'il a laissée. Et moi ça passe, ça ne passe pas. Ça fait partie des choses que quelqu'un, n'importe quelle autorité, qu'il soit de l'UDPS, qu'il soit de FCC, qu'il soit de l'Amouka ou de l'ALA, qu'il soit de je ne sais moi quel parti politique, pourrait se lever et dire, sortir ça de sa bouche pour s'adresser à une quelconque population. C'est des choses qu'on ne peut plus dire. C'est-à-dire que tout le monde est déjà à un niveau que on a eu Joseph Kabila pendant 18 ans. Il a eu des choses qu'il a pu faire et des choses qu'il n'a pas pu faire. Mais les choses qu'il n'a pas pu faire, elle est qui est mêlée que les choses qu'il a eu à faire.
Nous sommes avec Félix Tshisekedi, nous voyons ce que nous voyons. En tout cas, sincèrement, à mon humble avis, mais en cas d'un dialogue, il sera incontournable. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis consciente qu'il va passer, Bolimbi Sanga, il va passer au second mandat. Il sait qui? Félix Tshisekedi sera président. Papa, on est en Afrique et en plus on est au Congo. Il reviendra président s'il y a élection. Et s'il n'y a pas élection, dans le glissement là, au lieu de se compliquer la vie, chercher à faire front commun pour le coincer, parce que ça ne va servir à rien, il sera le président. Réunissons nos énergies. Réunissons les compétences. Et cherchons d'abord à résoudre le problème qui est en train de nous ranger et de nous paralyser le plus. C'est quoi ce problème? La guerre à l'est du pays. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que Bomoto, humanisme et Longwe complètement Moutonio sont comme mon accord que non, Naïna doit pouvoir. Président Nabi Solobaki, ok, pas dans la est. Bon, alors quand il dit ça, je veux vous ajouter quelque chose parce que vous avez soulevé un point capital, fondamental. Et je me dis, aujourd'hui, si nous sommes dans ces situations, la faute incombe. Parce que moi, j'aime acquiser ceux qui ont le pouvoir, parce que lorsqu'on a le pouvoir, on a la possibilité de changer les choses. Et aujourd'hui, le pouvoir, Tshisekedi nous aurait pu ou encore aurait pu éviter un tel scénario ou encore une telle hypothèse si seulement il avait créé, si seulement il s'était engagé à travailler positivement pour l'image du Grand Congo. Je me rappelle, il y a eu ce qu'on appelle les consultations nationales. Et après les consultations nationales, les consultations nationales ont débouché sur ce qu'on a appelé l'union sacrée. L'union sacrée, ce qui voudrait dire qu'il fallait porter les pays et protéger la nation. Après, je me rends compte que l'union sacrée n'était pas vraiment une union sacrée de la nation. Encore une fois, la nomenclature, encore la terminologie a posé problème. Ça aurait pu être union sacrée pour la nation. On a compris que c'était une union sacrée autour d'un individu qui était le président Félix Tshisekedi. Il s'est senti un peu coincé avec le FCC et il a jugé bon de se rabattre sur cette union sacrée qui lui a donné quand même un second souffle et il a pu continuer avec le mandat. L'idée était bonne et très ingénieuse, en appelant toutes les forces politiques, en appelant la société civile, l'opposition républicaine qui était représentée par Moïse Katumbi et d'autres. Est-ce que les avis et considérations qui lui ont été présentées, les cahiers des charges présentés par chaque force politique ont-ils été pris en charge? Parce que dans leur cahier des charges, il s'agissait aussi des efforts de guerre. Comment mettre fin à la situation de l'Est? On a tout proposé au président Félix Tshisekedi, mais tellement qu'on était dans une logique du pouvoir pour le pouvoir, on n'a pas pu prendre en compte ce que la classe politique et la société civile a transmis au président Félix Tshisekedi. On s'est contenté d'avoir le spectre du pouvoir sans penser aux solutions à donner à la population. Et bien, on est là, dans ces situations-là. Et si on avait créé cette cohésion nationale, cette unité autour de la nation, on aurait pu peut-être facilement vaincre depuis longtemps le rebelle John John. Et je pense que on va devoir rentrer dans cette union. Quoi que les gens se soient détachés. Et ce sera maintenant en dehors des institutions parce que toutes les institutions seraient en ce moment-là illégitimes. Voilà. Ça aurait pu, l'idée aurait pu être acceptable si on le faisait dans un cadre constitutionnel avec un président qui est légitime, qui a été élu. Moi, je plutôt, par rapport au sujet sur la table de réflexion, j'aimerais parler en termes d'une hypothèse du glissement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'accession au pouvoir. On peut accéder au pouvoir par les élections, on peut accéder au pouvoir par les coups d'État, on peut accéder au pouvoir par les dialogues, la négociation, les conciliabules, on peut accéder au pouvoir par succession, je l'ai dit, je crois, et il y a bien d'autres moyens d'accession au pouvoir. Mais lorsqu'on s'appelle République démocratique du Congo... Voilà, je voulais arriver là. Mais parmi tous ces moyens
d'accession au pouvoir, le mode le plus démocratique, c'est l'élection. Ouais. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais au cas où nous sommes devant un fait accompli et qu'il faut forcément passer par les glissements, en ce moment-là, c'est aussi un mode d'accession au pouvoir, la négociation, parce que les acteurs politiques de tous bords, de la majorité de l'opposition, et souvent c'est au détriment du peuple, parce que le peuple ne fera pas partie de vont s'y réunir pour trouver une solution, et il y aura des nouveaux ministres qui vont faire leur entrée dans l'exécutif national. Juste une question. Oui. Ne vois-tu pas les risques que dans s'il y aura bien sûr un dialogue, parce que et je donne 90%, peut-être 70% de chances à ce qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait glissement, ne vois-tu pas que le M23 ou encore ceux-là qui sont en train de nous menacer risquent de faire partie de nouveaux dans ces pourparlers. À condition que le gouvernement fléchisse le gouvernement en négociant avec eux, en dialoguant avec eux, chose qui... Le porte-parole du gouvernement l'a dit plusieurs fois, pas plus tard qu'hier, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, l'a aussi dit. Il y aura Vous avez participé au briefing, bien sûr. Il y aura dialogue entre le gouvernement et la rébellion du M23, si seulement celle-ci se retire du sol congolais. Voilà. Elle dépose les armes. En ce moment-là, il y aura dialogue. Et on va suivre les revendications. Pour répondre à ta question, il y aura maintenant un risque que nous retrouvons dans les prochains gouvernements, les membres du M23 rebelles, dans ces gouvernements-là. Ça sera un grand risque et le pays sera infiltré parce que les M23, on le sait, sera un peu plus infiltré. On est déjà infiltré. Une autre question. Dialoguer avec le M23 pendant que Félix Tshisekedi est encore pendant que le mandat du Félix court jusqu'au 24 janvier 2024, ou encore dialoguer avec le M23, ou encore laisser la situation pourrir et que le président qui viendra puisse, n'est-ce pas, connaître la même difficulté. Quelle est l'attitude ou encore la stratégie ça urge. Il faut se mettre autour d'une table pour trouver la solution. Le problème, il est identifié. Puisqu'il est identifié, on doit trouver la solution à ces problèmes. Et aujourd'hui, la meilleure solution, c'est se mettre autour d'une table. S'il faut négocier avec les M23, faisons-les. S'il faut négocier avec d'autres classes politiques, l'opposition, faisons-les au nom du peuple congolais, puisque nous voulons la paix, rien que la paix. Voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, je crois. Willy Ngoma, il ne reste plus rien d'ailleurs. Willy Ngoma, ministre, il peut être ministre de la Justice, de la Défense. Même de la Défense. Que le porte-parole du M23. Il y a risque. Impossible. Il est sous sanction. Nous et rectifions les tirs. Pour rien au monde. Au revoir. À demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.